Bienvenue sur ce webinaire concernant la formation EN16, rénovation énergétique des bâtiments. Il est question de plus en plus de réchauffement climatique, d'effets de serre, et donc on se dit, avec la raréfaction des énergies fossiles, l'enjeu il est planétaire, on est donc tous concernés, et s'agissant des bâtiments en France en particulier, ça ne fait pas exception, il est nécessaire d'agir. Et la réglementation et le gouvernement se sont mis ensemble, le gouvernement a mis en place des réglementations pour faire évoluer ce qui concerne le bâtiment et entre autres la rénovation énergétique des bâtiments. Parce que effectivement, en particulier concernant les émissions de gaz à effet de serre et du carbone, du CO2 en particulier, il est nécessaire d'en faire une réduction importante. On a vu que si on regarde ce graphique, tout à gauche en 90, la part du bâtiment, c'est la zone bleue, la troisième zone en partant du bas, vert, bleu foncé, qui vaut 122. Hein. Et puis ensuite, qui était donc environ, toujours environ dans les 20% de la consommation, de la production totale de CO2. En 2015, il y a déjà eu une réduction dans d'autres domaines, entre autres sur la production d'énergie, mais toujours le bâtiment reste important. Aujourd'hui, il représente même pas loin de 25% des émissions de gaz à effet de serre si on tient compte que dans l'agriculture, les gaz à effet de serre émis par la production, non pas simplement les animaux et les plantes, mais par la machine, si on ne tient compte que de cette partie-là. L'objectif pour 2050, c'est de réduire non seulement par un facteur 4, comme c'était prévu en 90, mais maintenant par un facteur 6, étant donné les conditions, étant donné que la population de la Terre augmente, etc. Donc les calculs font qu'il faut réduire par un facteur 6. Ce qui voudrait dire, si vous regardez le schéma, dans la dernière colonne, que le bâtiment ne devrait plus produire de gaz à effet de serre. Et donc il faut lutter non seulement en réduisant les consommations d'énergie, mais aussi en créant des puits de carbone, donc en utilisant en particulier des produits bois ou la forêt pour essayer d'avoir ces éléments-là comme puits pour conserver le carbone. Alors, comme je le disais, le bâtiment est un facteur important d'émissions de gaz à effet de serre. En 2016, on considère que c'était pas loin de 26%, deuxième dans le secteur le plus émetteur en France, si on inclut en plus la part des produits de construction, produits de rénovation. En termes de consommation d'énergie, énergie finale, donc c'est l'énergie qui est facturée, hein, énergie au compteur, que ce soit le gaz ou le fuel, le charbon, il n'y en a plus beaucoup, c'est 45% des consommations en France. C'est-à-dire que c'est le premier secteur consommateur. Et on peut dire que si on parle que du secteur tertiaire, on est même à 50%. Alors pour le secteur résidentiel, c'est 40%. Donc il est nécessaire d'agir dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que la loi sur la transition énergétique, qui date de 2015, préconisait une réduction importante des consommations dans le bâtiment et donc d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier dans le logement, avec un objectif de 500 000 rénovations lourdes par an, ce qui n'est pas vraiment atteint, mais c'était l'objectif de renforcer les performances énergétiques des nouvelles constructions, avec un objectif pour 2050 que tous les bâtiments, même en rénovation, donc, atteignent le niveau BBC, bâtiment basse consommation, ce qui est un objectif ambitieux, qui a été complété encore cet été par le décret sur le tertiaire qui concerne donc non seulement le logement, mais aussi tous les bâtiments tertiaires. Les réglementations thermiques, elles ont commencé déjà, la première date de 1974, suite au premier choc pétrolier, mais disons la première réglementation thermique qui était vraiment avec un objectif chiffré de consommation était celle de la RT 2000 qui visait 190 kWh en énergie primaire pour la consommation des bâtiments et qui a été ensuite amenée avec la RT 2005, dans le neuf en tout cas, à 150, et puis la RT 2012 qui concerne toujours le neuf, qui incluant à l'époque le Grenelle de l'environnement, abaissait cette consommation à 50, en tout cas en moyenne, un objectif maximum qui est modulé en fonction de l'altitude et de la zone.
Et puis, l'objectif RT 2020, c'est carrément d'avoir des bâtiments qui ne consomment plus d'énergie, enfin qui sont même à énergie positive. Alors, pour l'instant, dans la rénovation, on se base sur la RT 2005, mais qui va évoluer certainement, parce que si l'objectif 2050, c'est de ne plus consommer d'énergie dans le bâtiment, aussi en rénovation, ça veut dire que la réglementation sur les bâtiments en rénovation va évoluer dans ce sens-là. L'objectif donc, déjà de la RT 2020 ou de la RE 2020, parce que c'est comme ça qu'elle va s'appeler, hein, rénovation environnementale, réglementation environnementale, c'est un bâtiment qui non seulement consomme beaucoup moins d'énergie fossile, puisqu'on voit la réduction à 10% en gaz ou en carburant, et même 40% d'électricité, mais un bâtiment qui pourra produire de l'énergie avec des énergies renouvelables, avec l'utilisation du soleil, de la biomasse, des réseaux de chaleur qui, eux, fonctionnent sur des énergies renouvelables et donc qui permettront de réduire ces consommations énergétiques et donc, par voie de fait, puisqu'on réduit la consommation en énergie fossile, qui permettront de diminuer aussi les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la rénovation énergétique des bâtiments, puisque c'est vraiment le sujet qui va être traité dans cette formation, elle concerne 3 axes principaux dans le bâtiment. Tout d'abord, le bâti lui-même, c'est-à-dire les murs, les fenêtres, les planchers, les plafonds. Et puis ensuite, on va traiter des équipements, tous les équipements pour le chauffage, pour le refroidissement, pour la ventilation, pour l'éclairage. Et puis finalement, on parlera aussi des usages du bâtiment. Donc, je vais déployer là, en quelques mots, les principaux éléments qui sont traités dans la formation. Bien sûr, c'est un résumé qu'on fait aujourd'hui pour que vous soyez un petit peu comme ça, que vous ayez une vision un peu plus précise de ce qui concerne cette formation. Concernant le bâti, la première chose à laquelle on pense, c'est les murs, bien entendu. Et s'agissant des murs, on peut faire une isolation, on le sait, par l'intérieur ou par l'extérieur. Il y a bien d'autres solutions encore à réfléchir, mais je parle des grandes lignes, des grandes idées. Quelle différence entre une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur? Bien sûr, on le sait, l'isolation par l'extérieur permet aussi de réduire les ponts thermiques, ça permet d'agir en milieu occupé, c'est des chantiers plus faciles à gérer, quoique ça demande aussi une expertise particulière, alors qu'une isolation par l'intérieur ne permet pas de réduire les ponts thermiques. Elle est des fois plus facile à appliquer dans le tertiaire que dans le logement, si le logement est occupé. Mais tout dépend des conditions, tout dépend des bâtiments, tout dépend aussi du budget, tout dépend aussi des objectifs du maître d'ouvrage. Ce qui est sûr, c'est que sur cet exemple qu'on voit sur cette photo prise en caméra infrarouge, c'est un bâtiment qui est dans la banlieue parisienne, qui était construit en un seul bloc. La partie à droite, c'est du logement social, la partie à gauche, c'est de la copropriété. Et on voit qu'historiquement, eh bien, le logement social, le bailleur social a fait réaliser une isolation par l'extérieur. Et on voit le résultat puisque le mur est bleu, ce qui signifie qu'il est froid, donc il n'y a pas de déperdition par les murs. Alors qu'à gauche, bâtiment construit donc dans les années 60 en béton, hein, eh bien, il n'y a aucune isolation thermique, ni intérieure ni extérieure, et on voit bien la différence. On voit que il y a des déperditions importantes de chaleur sur la partie gauche. Ayant pris cette photo, j'en ai parlé avec les copropriétaires qui m'avaient sollicité pour faire l'audit énergétique de leur copropriété. Et ça, c'est un audit qui avait été réalisé, vous voyez la date, en 2014. Eh bien, aujourd'hui, ils ont fait réaliser l'isolation par l'extérieur. La photo étant suffisamment parlante pour eux. L'isolation des murs, c'est une chose. L'isolation des toitures, évidemment, on le sait, c'est par le haut que la chaleur s'échappe. Donc, il y a toutes sortes de solutions possibles. Si c'est des combles, si c'est des combles habités ou non habités, on peut faire aussi à droite une isolation par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est carrément, on surélève un peu la toiture. On va présenter toutes ces possibilités de traitement des toitures aussi, je ne le montre pas dans les images ici, mais une isolation pour les terrasses, une isolation avec éventuellement possibilité de créer des terrasses végétalisées, etc. Quels sont les avantages et les inconvénients? L'important, c'est de voir toutes les solutions. On parle aussi des isolations des planchers
planchers sur locaux non chauffés ou des planchers sur extérieur, sur des porches ou autres. Et quand on parle d'isolation thermique, on va traiter des différents types d'isolants, on va traiter des questions de transmission d'humidité, de vapeur, comment aussi protéger prendre soin des murs existants, surtout si c'est des murs anciens, de ne pas piéger l'humidité pour éviter les désordres et les pathologies liées à la moisissure. Dans le bâti, on parle aussi des menuiseries. Là, je prends quelques exemples d'images qui sont dans le cours, dans la formation, qui sont présentées dans la formation. Et bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, le double vitrage est évident, tout le monde en parle et tout le monde l'utilise, en tout cas dans le neuf. Mais en rénovation, on trouve encore des bâtiments qui sont équipés de simples vitrages. Et on sait que dans ce cas-là, à gauche, en bas, vous avez un vitrage qui laisse rentrer la chaleur d'une part, mais qui laisse sortir aussi la chaleur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas très efficace thermiquement. On va voir toutes les solutions qui existent pour le double vitrage, mais pas seulement pour s'isoler du froid, ou préserver la chaleur interne, mais aussi pour préserver les apports solaires, parce que c'est aussi un aspect important dans le bâtiment et concernant le refroidissement, c'est le fait que les vitrages sont utiles pour l'éclairage, donc pour absorber la lumière solaire et donc pour absorber l'énergie. Alors, il faut limiter cet apport d'énergie selon les heures de la journée, selon l'orientation des façades et selon la saison. D'où des solutions qui sont à la fois sur l'équipement même du vitrage et aussi sur son environnement, les pare-soleils, les volets roulants ou autres. Donc ça fait partie de ce cours de parler de toutes ces questions et comme ça on aura fait le tour de tout ce qui concerne le bâti en termes d'isolation thermique, mais pour aller jusqu'au bout, on doit aussi parler de l'étanchéité à l'air, parce qu'effectivement, vous serez surpris de savoir qu'un bâtiment ancien surtout, il laisse passer de l'air, pas forcément là où on le souhaite, c'est-à-dire pas forcément par la ventilation prévue, mais au niveau des fenêtres, des portes ou des jointures entre les murs, les plafonds et les planchers. Et puis aussi, par exemple, par les équipements électriques. Et dans un bâtiment récent, un bâtiment des années 80 ou 90, eh bien, on se rend compte que les infiltrations d'air qui sont parasites, qui ne sont pas souhaitées, passent essentiellement par les équipements électriques et l'entourage des fenêtres et des portes. Donc, c'est aussi un sujet qui est à traiter, parce que c'est des infiltrations, c'est de la déperdition d'énergie, et donc il faut aussi savoir traiter un bâtiment de cette façon-là. Dans les équipements, on va parler du chauffage, bien entendu, parce que ça c'est une part importante. Donc, la production de chauffage, les chaudières, je prends cet exemple de graphique qui montre l'évolution des différents types de chaudières. Aujourd'hui, toute chaudière classique fonctionne à condensation. Il n'y a quasiment plus de chaudière à basse température qui permet d'avoir des résultats excellents puisqu'on dépasse 100% de rendement. C'est un peu surprenant, hein. On ne crée pas d'énergie, rassurez-vous. C'est un rendement qui est calculé sur le pouvoir calorifique inférieur. C'est un calcul fait par les chauffagistes depuis des années. C'est donc pas toute la puissance arrivée au compteur gaz si on prend une chaudière à gaz, mais celle qui est normalement utilisable après une chaudière classique. Donc, on fait beaucoup mieux que les chaudières classiques. En tout cas, ça, c'est le principe, puisqu'on récupère la chaleur qui est diffusée dans les fumées. Ces solutions-là permettent donc de réduire la consommation d'énergie, puisqu'on a un meilleur rendement sur les chaudières, mais on parlera aussi, dans le domaine des équipements de chauffage, de la distribution de chaleur dans les bâtiments, des radiateurs ou les émetteurs, quels qu'ils soient, avec les différents types d'émetteurs qu'on peut imaginer, y compris les émetteurs électriques. On parlera aussi de régulation par rapport aux chaudières, c'est important. Et concernant le chauffage, on peut imaginer d'autres solutions que simplement des chaudières, puisqu'il y a des solutions qui vont faire appel à des énergies dites renouvelables, puisqu'on peut parler, par exemple, des pompes à chaleur. Avec le système d'une pompe à chaleur, il y a le graphique qui est présenté là. On n'a pas le temps de vous l'expliquer complètement. Mais en tout cas, le principe, c'est on a fait un apport d'énergie électrique, c'est la petite flèche W, hein, sur le compresseur,
Et puis, il y a un fluide qui passe de l'état gazeux à l'état liquide, en haute pression ou en basse pression, et qui circule et qui permet de récupérer dans la source dite froide, parce que c'est plus froid que l'intérieur, mais on récupère de la chaleur dans la source froide et on la transmet dans le local à chauffer. Ça, c'est le principe d'une pompe à chaleur. C'est comme un principe d'un réfrigérateur qui fonctionne à l'envers. Et on obtient ainsi un gain, ce qu'on appelle un coefficient de performance de la pompe à chaleur, le COP, qui peut dépasser 2, 3, 4, 5%, bien sûr, selon les conditions d'utilisation, selon la température extérieure et selon le mécanisme proposé. Il y a toutes sortes de solutions de pompes à chaleur qui existent. Il y en a qui sont réversibles, qui permettent de faire aussi du froid en été. Et puis, les sources peuvent être variables. Ça peut être l'air extérieur, ça peut être la température du sol, ça peut être des sources de nappes phréatiques, ou alors ça peut être aussi des systèmes de récupération d'eau grise, par exemple. Et ça me conduit à mon prochain sujet qui concerne l'eau chaude sanitaire. Encore une fois, un exemple de schéma d'une installation d'eau chaude sanitaire, puisque c'est un sujet important, surtout dans le logement. Et là aussi, il y a des efforts à faire pour améliorer les systèmes, pour essayer d'utiliser, par exemple, aussi, à droite, vous avez le principe d'une production d'eau chaude sanitaire thermodynamique, donc par une pompe à chaleur. Et là aussi, on peut récupérer l'énergie sur les eaux grises, par exemple, ou sur des nappes phréatiques, ou sur l'air extrait par la ventilation. En parlant des réseaux d'eau chaude sanitaire, on parle aussi des pathologies qu'on peut rencontrer, et entre autres le problème de la légionnelle ou le problème de l'entartrage, de l'embouage des réseaux, la nécessité d'isoler les réseaux. Bref, le sujet est vaste et important à traiter. Avant de parler des usages, qui sont aussi importants, j'aimerais simplement dire que le cours, la formation sur la rénovation énergétique des bâtiments se concentre aussi sur un sujet important qui est l'importance du diagnostic, de l'audit énergétique, des différents types d'audits diagnostiques qu'on peut réaliser. Et puis ensuite, une fois qu'on les a faits, qu'est-ce qu'on va faire de ces audits qui sont réalisés par les bureaux d'études? Comment utiliser les rapports qui en sortent. Des fois, les rapports, malheureusement, ils sont dans un tiroir et c'est dommage, alors qu'il y a souvent des solutions pertinentes qui sont proposées et qui ne sont pas forcément des solutions les plus chères ou des solutions les plus compliquées, parce que des fois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Mais en tout cas, c'est important de faire un diagnostic et puis d'en faire un bon usage derrière et de pouvoir dresser un plan de travaux adapté à chaque bâtiment. Pour terminer, parce qu'il y aurait tellement d'autres sujets à voir et dont on discute d'ailleurs dans cette formation, on parlera aussi, c'est une question qui est remontée lors de l'inscription au webinaire et c'est vrai que c'est un sujet que je traite aussi, mais de plus en plus, étant donné le contexte environnemental, de chantiers propres, où on traite aussi des déchets, des chantiers, comment aussi recycler les matériaux. On parlera de l'exploitation, parce qu'un bâtiment bien rénové, s'il n'est pas bien exploité, ça ne sert à rien, on ne va pas maintenir le bénéfice des travaux réalisés, donc c'est important d'avoir une bonne exploitation. Et puis finalement, pour revenir au sujet de l'usage des bâtiments, une utilisation saine, c'est-à-dire qu'on éteint les lumières en quittant une pièce et puis on ferme le chauffage quand on part en vacances. Mais il n'y a pas que ça, et en fait, faire vivre un bâtiment et un bâtiment bien rénové, c'est aussi important de donner aux utilisateurs, aux occupants, de bonnes lignes de conduite par rapport à ça. Voilà, j'espère avoir fait le tour de l'essentiel de cette formation et je vais essayer maintenant de répondre à certaines de vos questions. Alors, est-ce que mes assesseurs ont préparé peut-être quelques questions sous format papier? Oui, il y a des questions précises qui sont présentées sur, je vois par exemple, les déperditions dynamiques liées à la ventilation. Effectivement, on pousse aussi loin que possible les aspects techniques, parce que je n'ai pas parlé des rénovations de la ventilation, mais bien sûr, ça fait partie du sujet en tout cas, ça c'est sûr.
Concernant les usages du bâtiment, effectivement, j'en parle aussi dans la formation, parce que il y a des questions, dans le cadre d'une rénovation en tout cas, on peut imaginer qu'on le rénove pour l'usage pour lequel il était prévu. On peut aussi voir dans une rénovation des changements d'usage. Et puis, par rapport aux différents usages, c'est des usages tertiaires ou logements, les besoins ne sont pas les mêmes, les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes, et donc les contraintes ne sont pas non plus les mêmes, et les conséquences sur les consommations et sur les économies d'énergie ne sont pas les mêmes. Une question sur le financement de la rénovation, c'est un sujet que j'aborde, parce que c'est un sujet qui est en constante évolution. En tout cas, concernant les logements collectifs, que ce soit les copropriétés ou les logements sociaux, il y a des aides possibles qui existent, et entre autres les C2E, des aides comme le crédit d'impôt sur la transition énergétique, etc. Des aides qui sont en train d'évoluer, en fait elles évoluent à peu près chaque année, ce qui est un peu compliqué à suivre, mais c'est l'objectif. Je vois une question concernant encore l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Oui, il est bien sûr question de l'inertie des bâtiments, c'est évident. Un bâtiment dont on isole par l'extérieur conserve une bonne inertie thermique à l'intérieur. Inversement, un bâtiment isolé par l'intérieur a une inertie faible. Ça a des avantages et des inconvénients selon les usages. La STD, la simulation thermique dynamique, c'est un outil utilisé dans le cadre d'un audit énergétique. Ça peut être utilisé juste pour tel que. C'est très intéressant pour analyser vraiment le comportement d'un bâtiment pendant toute une année, pas seulement de façon statique sur une année type, mais en tenant compte de son environnement, du vent, du soleil, de la saison, et des échanges de chaleur entre chaque pièce, qui permet de définir plus précisément ses besoins en chauffage, en refroidissement, et aussi sa vraie consommation. C'est souvent avec un outil de type STD qu'on peut obtenir une évaluation assez réaliste de la vraie consommation du bâtiment. Quel conseil? Oui, alors il y a beaucoup de questions. Alors les RGE, les problèmes de RGE, oui, c'est un problème de pouvoir public. Je ne peux pas entrer en ligne de compte parce qu'effectivement, ils sont en train de renforcer les règles sur la formation des artisans qui sont RGE. Donc c'est reconnu garant de l'environnement. C'est important pour tout, je parle de chantier propre ici, mais en fait pour tout travaux de rénovation, la qualité du travail, la qualité de la mise en œuvre est essentielle pour garantir en fait les performances de ce qu'on fait, que ce soit l'isolation, les fenêtres ou même les équipements techniques. Très important. Je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions techniques, c'est évident. J'aborde la question des écomatériaux, pas spécifiquement, mais je cite les matériaux isolants comme les laines animales ou les laines végétales ou d'autres. Est-ce qu'il faut ou pas faire appel à une maîtrise d'œuvre? Oui, pour des travaux importants, je pense que c'est bien, c'est sage. Ça dépend quel est votre rôle en tant que maîtrise d'ouvrage ou autre. Il y a une question sur la part des locaux, dans le tertiaire, la part des halls d'accueil par rapport aux des halls d'accueil et oui, c'est ça, les parties communes, j'imagine. Dans la part des déperditions énergétiques, oui, c'est une part importante. Ça dépend si c'est considéré comme une partie chauffée, ventilée et refroidie comme le reste ou pas. Et de toute façon, les grandes baies vitrées en entrée de grands bâtiments, oui, ça constitue bien sûr une source de déperdition énergétique. L'électricité, j'en ai parlé aussi rapidement, ça fait partie des sujets. Chauffage électrique, j'entends. Ils ont l'intention de modifier un tout petit peu les règles de calcul de la consommation. En tout cas, dans le décret tertiaire, qui est paru cet été, donc qui concerne les bâtiments tertiaires en particulier, l'objectif est un gain en énergie finale, c'est-à-dire que ce soit du chauffage au gaz ou électrique, c'est les kilowattheures vraiment dépensés donc, au compteur qui vont compter, qui vont être pris en compte pour le gain. Ce qui me surprend par rapport à toutes les règles précédentes qui sont encore appliquées dans la réglementation thermique, qui tiennent compte de la
de l'énergie primaire, pour laquelle, je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne savaient peut-être pas ou qui l'ont oublié, c'est que l'énergie, le kilowattheure électrique, est grevé d'un facteur 2,58 pour en tenir compte en termes d'énergie primaire, ce qui veut dire que 1 kWh électrique de chauffage avec un simple convecteur électrique coûtera 2,58 fois plus en termes de consommation énergétique qu'un kWh consommé par un radiateur chauffé avec une chaudière au gaz. Donc l'utilisation du chauffage électrique, pourquoi pas, et puis, mais à condition que le bâtiment soit très bien isolé. Et puis l'avantage, c'est que c'est moins cher et plus facile à mettre en œuvre. Alors effectivement, vous avez raison, la RE 2020, la question est posée par rapport à l'aspect purement thermique, c'est vrai. En 20 minutes, je ne peux pas parler de tout, mais on parle aussi d'environnement, on parle aussi, donc j'ai parlé des gaz à effet de serre, mais on peut parler aussi d'environnement propre, d'intégration dans le chantier. En fait, tout ce qu'on va retrouver aussi dans ce qui a été jusqu'à présent porté par des certifications comme HQE, qu'on va retrouver dans la RE 2020. La RE 2020 n'est pas complètement terminée, mais il est question d'énergie, de gaz à effet de serre à réduire, mais en fait, il est question d'environnement, puisqu'elle s'appelle bien RE, donc réglementaire, ce qui inclut aussi l'usage des matériaux propres, la qualité d'air, la santé, etc. Et aussi, on peut parler de l'acoustique et bien sûr la qualité de la lumière. Quel est l'intérêt du Linky? Bon, ça, j'en parlerai pas tout de suite, c'est un sujet un peu, je pourrais en parler, mais je regarde s'il y a d'autres questions. Je suis désolé, je peux pas répondre à toutes vos questions. Elles sont intéressantes, pertinentes. Je vois qu'il y a beaucoup de... alors là, le choix des équipements techniques, oui, il y a une question que j'ai loupée là, qui est intéressante. Produire et conserver de la chaleur à moins de consommation d'énergie, oui, il y a des solutions extraordinaires qui existent. J'ai entendu parler d'un bâtiment qui est de logements sociaux qui a été rénové et qui fait usage à la fois de récupération d'énergie sur les eaux grises, de pompe à chaleur, de solaire, etc. On peut mixer toutes ces solutions d'énergie propre et j'en parle dans le sujet bien entendu. Là, je n'ai pas eu le temps, encore une fois, d'exposer toutes ces solutions. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je crois que le temps imparti est malheureusement terminé. J'espère vous retrouver lors d'une des prochaines sessions de formation qui est organisée par le groupe Moniteur sur toute la France. Et ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer à cette occasion. Merci pour votre attention et pour vos questions.